Eh bien bonjour à tous, bon lundi et merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la première édition de la revue de grande une de la semaine. La presse parle donc d'affaires, la nouvelle expression parle d'affaire Ouazizi, confusion au sommet de l'État, c'est le grand titre proposé par le journal. Le journal explique que le chargé de la communication du ministère de la Défense soutient que Samuel Ouazizi était donc un logisticien des terroristes. L'ambassadeur de France au sorti de l'audience a étudié le même jour, c'est-à-dire le 5 juin 2020, confie à la presse qu'il a évoqué la situation du journal ou du journaliste Samuel Ouazizi avec le chef de l'État. Il a annoncé d'ailleurs en exclusivité que Paul Biya a promis d'ouvrir une enquête. Les odeurs d'une autre affaire Garbou également à lire dans le journal. Et on parle également de ce député, le député Jean-Michel Nitche, qui exige une enquête parlementaire à cette veille de la rentrée parlementaire, justement. L'intégralité du communiqué du ministère de la Défense dans cette édition, dossier à lire de la page 2 à la page 4. Le journal parle également de la crise sociopolitique au Cameroun. Le roi Sékou encore au créneau. Le doyen des chefs traditionnels africains demande donc à la génération d'aujourd'hui ce qu'elle va laisser aux générations futures. C'est en page 8 et on parle également de la lutte contre le coronavirus. Un fonds de solidarité nationale a été donc créé. C'est contenu dans l'ordonnance présidentielle du 3 juin 2020. Autre observation, la baisse du budget de l'État qui passe donc de 4 951,7 milliards à 4 409 milliards de francs CFA. C'est ce que le journal propose également. On parle aussi de rwandisation du Cameroun vers un saut dans l'inconnu. Un observateur averti attire l'attention du docteur John Ngouté, c'est le Premier ministre, et des acteurs de la scène sociopolitique camerounaise sur les récurrences, instrumentalisation. C'est ce qu'on découvre en page 11 du journal. Le Messager parle donc d'enlèvement d'enfants. Clap de fin de l'affaire Jean-Marie Taga Fosso. On parle bien sûr de ce pharmacien franco-camerounais accusé en décembre 2018 qui a été donc rétabli dans son honneur et ses droits par la justice. C'est en page 10 du journal. On parle aussi de l'affaire Ouazizi quand l'indignation s'internationalise alors qu'une enquête indépendante est donc attendue. La réaction du ministère de la Défense fait débat. C'est à découvrir dans le dossier de la page 3 à la page 6 du journal. D'autres informations sont contenues dans le numéro de ce matin. Le journal Entrepreneur qui en kiosque s'intéresse donc à l'Agence française de développement. 1320 milliards de francs CFA dans l'économie camerounaise. On voit bien qu'il s'agit là de l'éducation, la santé, en passant par la protection de la biodiversité, la lutte contre la pauvreté en milieu rural. On parle également de ce développement des infrastructures et aussi l'accompagnement du secteur privé, les programmes et projets que cette institution française au service du développement pilote justement au Cameroun sont nombreux. Dossiers à lire de la page 8 à la page 10 du journal Entrepreneur qui est en kiosque. Le journal s'intéresse également à d'autres actualités parlant du docteur Mohamedou Aminou qui est donc depuis l'enregistrement justement des premiers cas du Covid-19 au Cameroun. Il a déjà soigné ou alors guéri plus de 500 patients grâce donc à un traitement qu'il a proposé au grand public. C'est à lire aussi dans le même journal qui parle du budget 2020, plus de 540 milliards de francs CFA en moins. Donc une ordonnance datée donc du 3 juin dernier modifie et complète d'ailleurs certaines dispositions de la loi de finances 2020. Des informations et bien d'autres à découvrir dans le journal Entrepreneur disponible en kiosque ce matin. Un autre journal, c'est le quotidien Le Jour qui parle de portrait. Qui était Samuel Ouazizi? C'est une question également que je vous invite à lire. La réponse est contenue dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour qui s'intéresse au sud-ouest. Comment les terres de la CDC sont donc pillés, à lire dans le développement également dans le numéro de ce matin. Et puis un autre journal, c'est Émergence qui parle de l'affaire Samuel Ouazizi, le gouvernement dans le piège de ses contradictions. Le journal fait savoir que la mort de ce journaliste crée donc des troubles jusqu'au sommet de l'État. Le ministère de la Défense et également le gouverneur du Sud-Ouest n'accordent pas leur violence sur cette question. Et on parle aussi de Paul Biya qui est donc acculé de toutes parts. C'est à la suite notamment de cette affaire. C'est dans le journal ce matin, page 5 d'Émergence, qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Indépendant, pour sa part, parle également de l'affaire Ouazizi, mais la quête de la vérité. Le chef des armées joue notamment la carte de la transparence en ordonnant l'ouverture d'une enquête. Révélation sur les motifs même
même de l'arrestation de Samuel Ouazizi et bien sûr les causes et les circonstances de son décès, à lire en page 4 du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à parcourir. Parlant de loi de finances 2020, Louis-Paul Motazé explique la mutation. C'est dans le journal ce matin. Et le journal L'Équation s'intéresse à l'affaire Samuel Ouazizi. Le journalisme comme tremplin des actes terroristes, c'est une question que se pose le journal. Mais les éléments de réponse sont contenus également dans le numéro de ce matin qui parle également d'autres sujets aussi avec les logements sociaux, le mandat de gestion de la SIC également à lire dans le numéro de ce matin. Et puis le journal Intégration parle donc de Black Lives Matter avec cette nouvelle, le nouvel ordre mondial du vivre ensemble. C'est le journal qui propose l'information ce matin avec également d'autres sujets que je vous invite à parcourir. On parle de disparitions. Ouazizi comme Guérandi, c'est le numéro disponible en kiosque Intégration qui l'évoque également ce matin. Mutation parle de magistrature. Conseil en mode inertie. Le journal fait savoir qu'il s'agit là notamment déjà 3 ans que l'instance chargée justement de gérer la carrière des magistrats n'a pas été convoquée par le chef de l'État, président du dit conseil. De nombreux auditeurs de justice formés à l'ENAM, confinés donc au chômage, les postes vacants, suite notamment à des décès et bien entendu des cas de retraite s'accumulent également. C'est en page 9 du journal ce matin. Le journal parle aussi de ces crimes qui fait scandale du côté de Yaoundé et en même temps on peut lire dans le même journal la relation Cameroun-Corée, le point sur la coopération également contenue dans le journal, mutation disponible en kiosque ce matin. Cameroun Tribune parle du palais de l'unité, des diplomates à l'honneur. Ce sont là ces ambassadeurs qui sont allés rencontrer le chef de l'État, les ambassadeurs de France, Christophe Guilou, et bien sûr de la République de Corée qui sont allés souhaiter un bon séjour au chef de l'État et surtout le dire leur départ parce qu'ils ont passé un bon séjour au Cameroun et également la situation de notre pays aussi concernant le Covid-19 et bien d'autres structures, d'autres cas également évoqués par la presse depuis plusieurs années. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. Et puis Repère s'intéresse notamment à la succession à la tête du Cameroun. Gré à gré, une chimère, c'est ce que le journal propose. Le secrétaire général de la communication du RDPC bat donc en brèche la thèse d'un arrangement dans le passage de témoins à la présidence de la République. C'est le journal qui évoque le sujet également ce matin. Et puis on parle de la lutte contre le Covid-19, la Ligue qui offre 290 millions de francs CFA. C'est le journal qui propose également l'information. Et il y a l'Œil qui est en kiosque qui parle d'entreprise. La présidence cherche un nouveau directeur général pour Cameco. C'est une véritable situation. Le résultat n'a pas été ce qu'on attendait. C'est le journal qui a évoqué le cas. Et on parle des finances publiques, Covid-19, le budget 2020 réduit donc de 542,7 milliards de francs CFA. C'est l'actualité contenue dans le journal et bien d'autres sujets aussi. Et puis le soir hebdomadaire parle d'agriculture, main basse sur le plan de relance des filières cacao-café. On voit bien que les employés, en tout cas, sont en grève parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois, alors que le patron de la structure joue la vie. C'est le journal qui propose également cette actualité ce matin. On parle notamment de Samuel Ouazizi. On parle donc soupçonné d'intelligence avec les terroristes et notamment de complicité d'actes de terrorisme. C'est le dossier proposé par le journal Le Soir hebdomadaire et d'autres informations également ce matin. Le financier d'Afrique s'intéresse aux finances publiques, les changements apportés dans la loi des finances 2020. On a cité quelques points importants qui ont apporté ces changements, beaucoup plus avec un accent mis sur la lutte contre le Covid-19. C'est le vrai sujet également à découvrir dans le journal. Le journal, donc, le financier d'Afrique qui s'intéresse à d'autres sujets économiques concernant la sous-région. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Et puis, EcoSanté parle de gestion de Covid-19. L'hôpital et district de Mfou en plein dans la riposte. Il y a notamment le patron de cette structure qui est également sur le terrain avec son personnel pour contrecarrer, sensibiliser notamment les populations sur les éventualités, notamment des personnes contaminées. Il faut savoir vivre également et aussi respecter les mesures barrières, précise d'ailleurs le patron de la structure de l'hôpital et district de Mfou en plein dans la riposte contre le Covid-19. Autant d'informations concernant la santé dans le journal ce matin. Et puis on va terminer avec le journal économique qui parle de contexte économique avec la loi des finances 2020 en mode de Covid-19. Autant d'actualités à découvrir dans la presse parue ce lundi, ici même à Douala. Bonjour Joseph Dioté.
Bonjour Flavien et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce matin, notamment pour commenter l'actualité politique, sociale, culturelle et économique de notre pays. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Entrepreneur. Vous me permettez là, justement, c'est exactement cela. Vous me permettez justement de me donner l'occasion de parler un peu du journal Entrepreneur, qui est l'un des derniers nés. Il y a un sujet qui concerne en tout cas. Voilà, justement, qui est l'un des derniers nés de la presse économique. Bonjour Thierry Gapin. Bonjour. Vous êtes également patron de presse. Justement, c'est pour accueillir les patrons de presse sur ce plateau, les rédacteurs en chef également, pour commenter les sujets traités par les tabloïds. Voyez-vous, la Nouvelle Expression revient ce matin avec l'affaire Ouazizi et comme bien d'autres tabloïds aussi, ça fait le tour. On parle de cette confusion au sommet de l'État. C'est ce que titre d'ailleurs le journal La Nouvelle Expression. Qu'on peut dire quoi? Évidemment, comme pour dire qu'il faut bien regarder de manière très claire dans cette histoire. Je crois que le chef de l'État, la semaine dernière, a donné le ton. Il a prescrit une enquête, il annonce une enquête. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Parce que je crois que tout homme a droit à un procès équitable. Généralement, dans les cas de conflit, que ce soit au Cameroun ou dans le monde entier, nous avons souvent remarqué que c'est souvent les journalistes qui sont les seules personnes habilitées à parfois contacter les différentes parties belligérantes. Dans le cas, n'est-ce pas, de Ouazizi, nous sommes sidérés. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je suis sidéré de constater que depuis qu'il a été interpellé, on n'a pas pu avoir vent de là où il se trouvait, malgré le fait que le syndicat des journalistes du Cameroun, dont je suis d'ailleurs membre, a eu, n'est-ce pas, à faire un communiqué là-dessus et a interpellé les pouvoirs publics pour qu'on puisse, n'est-ce pas, nous en dire davantage sur sa situation. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation où ce confrère est malheureusement décédé, et c'est la télévision Equinox qui a été le premier média au Cameroun à rendre cela public. Et bien, quelques jours après, le gouvernement s'entend acculé, a été contraint, n'est-ce pas, de réagir. Je crois qu'il faut faire une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi n'a-t-il pas eu droit à un procès équitable? Pourquoi n'a-t-il pas bénéficié de l'accompagnement de son avocat, puisque son avocat, Maître Lyong, a dit qu'il n'a pas pu avoir accès à lui, malgré toutes les relances, malgré toutes les procédures menées. Donc je crois qu'il faudrait que cela soit tiré au clair. Et enfin, il faudrait qu'on puisse dépénaliser les délits de presse au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'un journaliste soit jeté en prison pour une histoire, pour un article qu'il a produit, surtout, n'est-ce pas, qu'aucun article ne vaut une vie. Très bien. Alors, dans ce dossier proposé par la Nouvelle Expression, il y a des réactions, d'ailleurs celle du député Jean-Michel Nithieu, qui exige une enquête parlementaire au moment où s'ouvre justement la session à l'Assemblée nationale, la session parlementaire, et on parle de l'intégralité même du communiqué du ministère de la Défense, qui est un véritable point d'achoppement aujourd'hui. Oui, Roland l'a dit tout à l'heure, aucun journaliste ne devrait être jeté en prison pour ses écrits, pour la pratique, dans la pratique de son métier. Maintenant, il se trouve que la qualité des journalistes est fortement remise en cause par le ministère de la Défense, par le ministère camerounais de la Défense. On soutient à UADIA que Ouazizi n'était pas un journaliste, mais c'était un logisticien à la solde des groupes terroristes. Je continue à croire que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Guillaume, a poussé certainement le chef de l'État à demander l'ouverture d'une enquête autour de cette affaire. Il faudrait que toute la vérité soit faite autour de cette affaire parce qu'aucun être humain, fut-il journaliste, ne devrait ne devrait disparaître dans des conditions pareilles. Parce qu'il y a quand même eu presque 3 ans qui se sont écoulés sans qu'on ait véritablement de nouvelles autour de cette disparition-là. Pourtant, dans des pays, entre guillemets, civilisés, non des républiques bananières, tout le monde sait que quand on arrête quelqu'un, on lui cite d'abord ses droits. Au-delà de cela, on lui donne un avocat quand il ne peut pas en avoir. Donc l'État met à sa disposition un avocat, on les appelle des avocats commis d'office, pour lui permettre d'avoir droit à un procès équitable. Il a beau être journaliste ou pas, ça pouvait même être des délits de droit commun, ça pouvait être autre chose, mais vous savez que... il a animé des tranches d'antenne durant des mois, durant des années. Je ne suis pas de ceux qui mettent en doute sa qualité de journaliste ou d'animateur journaliste ou de journaliste reporter d'Image RI. Je continue à demander qu'il y ait une véritable enquête autour de cette affaire parce que justement, il faut le relever pour le souligner avec beaucoup de véhémence, si Equinox et les avocats, la famille de la famille Ouazizi, de Samuel Ouazizi, n'étaient pas montés au créneau pour dénoncer cette affaire. Le ministère camerounais de la Défense ne serait jamais sorti pour repréciser les circonstances de la disparition de
de Samuel Ouazizi, encore moins de l'état dans lequel cela se trouve. Apparemment, son corps se trouve encore à la morgue. Apparemment, parce qu'on dit que depuis 10 mois, la famille refuse d'avoir accès à son corps. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Il faudrait effectivement que l'on sache qu'est-ce qui a été fait. Donc, pour moi, je continue à croire que le syndicat des journalistes est dans son rôle. Ouazizi était journaliste. Qui est d'abord journaliste? On devrait commencer par là. Tout le monde sait qu'est journaliste, celui qui tire l'essentiel de ses revenus de toute façon, dans le traitement, dans la collecte de traitement et la diffusion de l'information. Est-ce que Ouazizi faisait cela au quotidien? Oui. Donc à partir de là, il était journaliste. Maintenant, Roland l'a dit tout à l'heure, c'est le journaliste qui est habilité. Il y a des journalistes reporters de guerre. Oui. C'est lui qui est habilité à donner la parole aux différentes parties belligérantes. Vous n'allez pas demander à un journaliste, d'ailleurs on est en train de travailler sur le reportage de guerre, vous n'allez pas demander à un journaliste de ne pas aller par exemple au sud-ouest ou au nord-ouest pour recueillir les avis contradictoires afin que toute la vérité soit faite autour d'une affaire. Donc si Ouazizi se rapprochait dans le cadre de l'exécution de son boulot, il est tout à fait loisible qu'il ait été en contact plus ou moins de ces terroristes-là. Alors, donc c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui fait le tour de plusieurs tabloïds. Le quotidien Le Jour parle plutôt de lui, fait tout un portrait de ces derniers. Qui était Samuel Ouazizi? On a évoqué également que c'était un journaliste, c'était un jeune qui se battait au quotidien, comme bien d'autres journalistes aussi. Mais pour également comprendre la suite, il y a quand même l'indignation autour de ce que le ministère de la Défense a commis comme article, comme communiqué, avec plusieurs contradictions aujourd'hui. Oui, justement, et je crois que le président national du SNJC, Denis Kouébou, a été assez clair là-dessus. Au niveau du syndicat des journalistes, nous avons trouvé, n'est-ce pas, que le communiqué du directeur de la communication du ministère de la Défense comportait quelques points de contradiction et que c'était un tissu de mensonges et une ultime provocation. Nous croyons tout simplement qu'il faudrait tirer cette affaire au clair. Quand on interpelle quelqu'un, qu'il soit journaliste ou pas, il faudrait qu'il ait ou bien qu'il bénéficie de l'accompagnement de ses avocats, de ses conseils, ensuite qu'il soit jugé et qu'on sache exactement ce qu'il a commis comme faute, comme erreur, qu'on établisse les responsabilités avant de tirer la moindre conclusion. Cela nous rappelle d'ailleurs, n'est-ce pas, le cas de Bibi Ngota. Vous vous rappelez, dans ce pays, cela avait fait chou gras de la presse à l'époque. Il avait été interpellé dans des circonstances assez floues et malheureusement, pendant qu'il était détenu, il a perdu la vie. Vous vous rappelez qu'à l'époque également, le SNJC avait pris position pour dire ce que le gouvernement avait fait autour de cette affaire n'était pas déroulé dans de bonnes conditions. Donc, on est en train de vivre une sorte, n'est-ce pas, de répétition. On vit une situation qui est dangereuse pour tout journaliste exerçant au Cameroun. Il faudrait que le gouvernement ne donne pas cette impression. D'où l'importance et la nécessité de l'enquête. D'accord. Donc, quand on parle de l'indignation qui s'internationalise finalement par le messager. Oui, mais justement parce que au-delà de toute chose, je vous rappelle que nous faisons partie de plusieurs corporations syndicales qui n'ont pas nécessairement la base au Cameroun. Cela ne veut pas nécessairement dire que ces corporations sont à la solde de ces ONG, comme j'ai pu le lire dans la presse, dans une certaine presse ce matin. Je vous rappelle, et c'est justement ce qui continue à faire débat au sein du corps social au Cameroun, parce que même la presse n'est pas unanime autour d'un nombre de faits. Vous savez qu'il est possible de jouer aux sophistes dans la presse camerounaise parce que les faits ne sont plus consacrés. Aujourd'hui, M. Ndongo peut être brun en fonction de son bord, il peut être noir en fonction de ses relations et de ses amitiés. Et c'est malheureusement ce qui est déplorable. Aujourd'hui, quand vous entendez comment on présente Samuel Ouazizi dans la presse, dans une certaine presse au Cameroun, vous avez de quoi vous poser certaines questions. On allait aller jusqu'à pointer du doigt certaines autres journalistes, comme l'une de vos anciennes collègues, Mimi Mefo, comme étant justement ces journalistes, ces terroristes qui se cachent derrière la plume et le micro pour mettre le Cameroun à mal. Non, ce n'est pas parce qu'on donne nécessairement la parole aux parties belligérantes qu'on est nécessairement terroriste. Il fallait, et on espère, que cette enquête va nous permettre exactement d'établir la relation de Samuel Ouazizi avec les terroristes. Parce qu'effectivement, on peut
vous savez, plusieurs nationalistes à l'époque ont été tués grâce ou avec la complicité de certains journalistes qui étaient à la solde justement de certains services secrets. Il est possible effectivement que Samuel Ouazizi puisse être un logisticien à la solde, comme le président du ministère camerounais de la Défense, à la solde de ces groupes terroristes. Mais il peut également être défini que M. Samuel Ouazizi était journaliste parce qu'il vivait de ce métier-là. Maintenant, entre le fossé entre les deux n'est pas si criard que ça. Donc, les enquêtes vont nous permettre de savoir exactement qui était Samuel Ouazizi, parce que je vous rappelle que tous ceux qui sont interpellés dans le cadre des actes de terrorisme, tout le monde connaît la sentence. Donc, s'il a été interpellé dans ce cadre-là, on peut comprendre ce qui a poussé justement qu'il ne soit pas très en contact avec sa famille et les autres. Mais je continue à dire, tout être humain a droit à un procès équitable, se faire accompagner par son conseil. Et tout. On peut comprendre pourquoi Jean-Michel Nitieux et les autres qui se battent au quotidien pour l'amélioration des droits de l'homme, comme nous faisons au quotidien. Plusieurs leaders, députés également. Députés, que ce soit même des ONG, on peut comprendre justement cette multitude de communiqués de sortie, vivement que toute la lumière soit faite autour de Le président Maurice Kamto a fait une sortie et Cabral Libi également, l'honorable Cabral Libi, président du PCRN également. Ils sont nombreux qui réagissent, qui ont réagi en tout cas à la suite de cet autre assassinat, parce qu'on va le dire sous cette forme-là, pour comprendre un peu ce qui est arrivé à ce journaliste. Et Émergence de ce matin parle de ce gouvernement qui est dans le piège de ces contradictions finalement. Oui, parce que le gouvernement dit une chose et puis quelques temps après dit autre chose. On se rend compte par exemple que la sortie du chargé de la communication du MINDEF rentre en contradiction avec les propos du gouverneur de la région du Sud-Ouest, M. Okala Bilay, qui lui a dit il faut interroger plutôt Yaoundé. C'est plutôt Yaoundé qui devrait vous répondre de cette affaire parce qu'il a été certes interpellé ici, mais il a été, n'est-ce pas, transféré sur Yaoundé. Il n'a rien à dire par rapport à cela. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une sorte, n'est-ce pas, d'harmonie dans les sorties du gouvernement et qu'il a le dos au mur. Et donc, il faut bien rapidement trouver des raisons. Ce qui va tout simplement, ça c'est ma conviction, ce qui va permettre de tirer cette affaire au clair, c'est tout simplement une enquête en bonne et due forme. Comme on a pu le voir dans l'affaire Ngabou, le chef d'État a prescrit une enquête qui a permis d'établir les responsabilités, qui a permis d'interpeller certains des soldats qui étaient impliqués dans cette histoire. Et en plus, cela a permis au gouvernement de faire son mea culpa. Peut-être aussi qu'avec l'affaire de la disparition de notre confrère Ouazizi, cela permettra au gouvernement de se rendre compte que peut-être à tel niveau, il y a eu des erreurs, on n'a pas respecté un certain nombre de choses. Et de toutes les façons, comme je le disais tantôt, tout homme, et ça c'est notre constitution qui le dit, tout homme au Cameroun devrait pouvoir bénéficier d'un certain nombre de protections dans le cadre d'une affaire comme celle-ci. Qu'il soit journaliste ou pas, quand vous êtes interpellé, il faudrait que vous fassiez accompagner par votre conseil, que vous soyez entendu, que vous soyez jugé dans des conditions transparentes et équitables, afin qu'on sache exactement, afin qu'on parvienne à la manifestation de la vérité. Alors, dans le cas d'espèce, on n'a pas l'impression que c'est ce qui s'est passé. Ce monsieur a été enlevé, il a été détenu au secret, comme le disent ses conseils, et plus tard, on se rend compte qu'il est mort. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce que le MINDEF nous dit? Le MINDEF nous fait savoir que ce monsieur est mort des suites de maladie. Il est mort un mois à peine après son interpellation et sa mise au secret. Alors, qu'est-ce qui va donc permettre de savoir que cela est vrai? C'est pour cela qu'il faudrait qu'une enquête vienne éclairer. Et l'enquête va certainement nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et pour quelles raisons il a été interpellé et dans quelles conditions même il a été détenu. Je crois que c'est le plus important parce que quand on le prenait, il n'était pas malade. Vous savez, la septicémie, je crois, ou la sepsie, comme ils disent, en fait, en elle-même déjà... C'est un mot masculin. Voilà, c'est déjà un problème autant déjà. Donc, quand tu regardes, quand on précise... au niveau même du communiqué du ministère de la Défense, on parle de sévère. L'inflammation en elle-même est déjà sévère parce qu'elle s'attaque à tous les vaisseaux sanguins, elle se propage dans tout le corps au point d'entraîner nécessairement la mort. Comment a-t-il, parce que c'est une infection bactérienne, comment a-t-il pu contracter ces maladies? Parce qu'avant d'être interpellé, il n'était pas malade. Ça, il faut le préciser. La famille est claire là-dessus. Comment a-t-il contracté ces bactéries qui ont entraîné cette inflammation grave des vaisseaux sanguins qui s'est propagée dans tout le corps au point d'entraîner certainement sa mort? Il faudrait que l'autopsie soit faite à ce niveau. Il faudrait qu'il maintenant,
d'aucuns estiment que tout le monde connaît comment finissent généralement les enquêtes quand l'État du Cameroun est pointé du doigt. Espérons que toute la vérité, effectivement, sera faite autour de cette affaire. Parce qu'on ne doit pas trouver la mort. Ça peut être vous, ça peut être Roland, ça peut être moi. On ne devrait pas trouver la mort simplement parce qu'on a choisi de faire un métier comme le nôtre. Nous sommes des objecteurs de conscience, des historiens du présent. C'est grâce à nous justement que ces gens-là, ces gouvernants ne dorment pas nécessairement sur le laurier. Alors, et on fait bouger les lignes. Parfois le travail aussi. Notre devoir n'est pas de les mettre en mal, mais c'est de les amener à travailler mieux parce que justement, quand on est au service de la République, on est au service de la population. D'accord. Alors, dans la presse également, puisque c'est un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds, et chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour traiter de cette question également, on va parler de la crise socio-politique avec le roi Sékou, encore au créneau. Il se pose la question, le doyen des chefs traditionnels africains demande qu'est-ce que la génération actuelle va laisser à la génération future, et c'est à la suite notamment de ces différends observés, et il estime qu'il n'y aura rien de bon pour la génération future. Oui, en fait, j'ai lu cette sortie de Sa Majesté le roi Sékou. C'est un roi, c'est un roi, n'est-ce pas, qui justement n'a pas sa langue dans la poche. Je crois qu'il s'est adressé pratiquement à tous les différents acteurs de la vie sociopolitique du pays. Il s'est adressé à ceux qui sont aux affaires. Il a dénoncé le fait qu'ils sont égoïstes, qui se comportent exactement comme s'ils venaient de la planète Mars et qu'une fois qu'ils en auront fini avec le Cameroun, ils s'en iront. Il s'est également adressé aux acteurs de l'opposition, aux membres des partis politiques, qui souhaitent certainement l'alternance, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, qui évidemment se comportent comme si tout se passerait, ou bien n'est-ce pas que le changement ne pourrait venir, n'est-ce pas, que d'un seul homme, d'une seule personne. Ils n'arrivent pas à s'accorder les violons pour pouvoir amener le parti au pouvoir, ou les gouvernants, ceux qui ont aux affaires à faire des concessions. Il s'est quand même adressé à la jeunesse. La jeunesse devrait prendre conscience. Une jeunesse qui se laisse aller. C'est vrai que les aînés sociaux ont commis tellement de gaffes que pour colmater les braises, cela prendra vraiment du temps. Mais il demande aussi à la jeunesse qui paye le prix. Justement, non seulement il relève cela, mais il demande à la jeunesse de prendre conscience, de se prendre en main, de ne plus se laisser aller, comme cela se voit aujourd'hui, et tout, et tout. Je crois que c'est une sortie qui est assez... en fait, qui a pour but de sensibiliser, d'éduquer, et surtout d'appeler les gouvernants, d'appeler ceux qui sont aux affaires, à comprendre que ce Cameroun devrait pouvoir continuer après eux. C'est une énième sortie pour ce roi. Oui, bien sûr, une sortie et pas des moindres. Moi, je crois quand même que, Roland l'a dit tout à l'heure, ceux qui gèrent le Cameroun parfois agissent comme s'ils sortaient de la planète Mars ou comme s'ils iraient ailleurs. Pourtant, ces gens voyagent au quotidien, partent dans ces pays-là. Quand ils sont même malades, ils partent se soigner dans ces pays. C'est pour cette raison que j'ai aimé, qu'on le veuille ou pas, je le dis de manière sadique, de qu'on le penserait, j'ai aimé la crise du nouveau coronavirus parce que vous ayez l'argent ou pas, vous étiez obligé de rester bloqué là où vous étiez. Ça veut dire, ceux qui, heureusement, par la suite, on a créé des corridors humanitaires pour permettre aux gens de rentrer chez eux, mais ceux qui sont restés bloqués en Afrique sont restés dans leur pays pour se faire soigner sur place. Donc, au moins, cette crise nous a permis de comprendre quel est le degré on a pu relever autant d'États. Voilà, justement, je parlais de ces structures sanitaires-là. Donc, ceux qui nous gèrent doivent comprendre qu'ils doivent travailler au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment à travers des services de santé fiables, à travers, on parlait encore de l'eau de la Cambourata il y a quelques jours encore, même ce matin on en parle dans les journaux. Il faudrait que ceux qui travaillent pour ce pays travaillent pour le bien de tous, et c'est pour cette raison que j'ai aimé cette interpellation qui va au-delà justement du gouvernement, mais également de ces hommes politiques qui se comportent comme si l'alternance ne viendrait que par eux ou par l'insurrection, par cette voie-là, alors qu'on peut procéder d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai apprécié des sorties comme celle de Maître Ndoki, Célestin Djamène, qui disent qu'il faut tourner la page, il faut penser à autre chose, le pays avance, le monde est dynamique, il faut s'adapter. Et à la jeunesse camerounaise, qui est extrêmement oisive, faites le tour des ventes emportées autour des universités, des grandes écoles et même des lycées. Aujourd'hui, on retrouve des ventes emportées où vous trouvez sur la table. Et faites un tour dans des réseaux sociaux pour ceux qui les fréquentent. Vous trouverez, c'est comme si avoir une table garnie de beaucoup de bières, de liqueurs, de vin rouge et tout cela donne de la valeur, donne de la contenance à ceux qui consomment ces breuvages parfois, généralement, qui finissent même
par vous tuer. Et parfois, c'est autour même de ces beuvages-là que vous faites assassiner, empoisonner et tout cela. Donc, il faudrait que tout le monde prenne conscience que le Cameroun de demain se fait avec l'appui de tout le monde. En tout cas, il y a plusieurs actualités dans la presse ce matin. Les lecteurs auront du mal à faire le tour, mais il faut faire un tour dans un kiosque pour pouvoir lire et être parfum de l'actualité. Le journal Économie de ce matin, comme bien d'autres tabloïds, s'intéresse à la loi de finances 2020 en mode Covid-19. Voyez-vous, le journal rappelle quand même qu'il y a une ordonnance du chef de l'État qui amène à réduire, le budget du Cameroun. Pour permettre à ce qu'il y ait une concentration forte autour de ce combat contre le Covid-19. Tout à fait, Flavien, il fallait s'y attendre parce que nous connaissons tous l'impact qu'a le Covid-19 sur l'économie mondiale et notamment sur l'économie camerounaise. Les mesures qui ont été prises par, les premières mesures par le gouvernement ont été certes appréciées, mais elles sont venues elles ne sont pas venues assez tôt. Et jusqu'à présent, le secteur privé n'a pas cessé de demander au gouvernement de prendre d'autres mesures pour compléter celles qui ont été récemment prises par le chef de l'État, parce que le DGI a eu à préciser que les premières mesures prises au profit, au bénéfice des ménages et des entreprises devait coûter à l'État la somme de près de 114 milliards de francs CFA. Bon, cette loi rectificative, elle arrive à un moment opportun, on va le dire. Ce collectif budgétaire permet de voir que la loi de finances, que le budget 2020 passe de 4 951 milliards à 4 409 milliards, soit une baisse de 542 milliards de francs. Cela devrait, en principe, permettre au Cameroun, n'est-ce pas, de déployer ses activités de manière réaliste. Oui. C'est vrai qu'il y a des domaines comme la santé qui ont été victimes d'une coupe, ce qui m'a un peu inquiété parce que nous sommes en train de lutter contre le Covid-19. Comment comprendre que le budget du Minsanté subisse une baisse de 21 milliards de francs CFA? Ça, c'est quand même, pour moi, c'est une incongruité, alors que le budget du Minsanté devrait plutôt être réajusté. Peut-être que grâce à la facilité rapide de crédit qui a permis au Cameroun d'obtenir récemment 135 milliards, 226 millions de dollars du FMI. Peut-être qu'avec ça, ils vont permettre de Alors, j'ai posé la question à un spécialiste des questions économiques. Donc, j'ai commencé par lui. On n'a pas donné tout le temps de déplucher cela, mais on laissera quand même le temps, la possibilité au lecteur d'aller faire un tour en kiosque pour lire cette loi de finances 2020. Mais en même temps, dans le journal Entrepreneur, qui est également un journal spécialisé sur des questions d'entreprise et économique, on parle de l'Agence française de développement qui aujourd'hui quand même a donné beaucoup d'argent au Cameroun, parlant de 1320 milliards de francs CFA dans l'économie camerounaise, et avec pour des secteurs aussi sensibles, l'éducation, la santé, les infrastructures routières et autres. Oui, en 10 ans, je crois que c'est une manne assez importante, en raison pratiquement de 130 milliards de francs CFA l'an, c'est énorme. Malheureusement, il se trouve que cet argent n'a pas nécessairement été injecté dans ces secteurs sensibles de la vie quotidienne, en fait de la vie au quotidien des Camerounais. Il aurait fallu justement que l'on nous dise exactement ce que cela a fait en 1320 milliards de francs CFA quand même en 10 ans. C'est beaucoup d'argent. Malheureusement, il se trouve que le système sanitaire camerounais est toujours, va toujours très mal. L'éducation, en même temps, vous avez vu la seconde rentrée du 1er juin dernier, notamment dans l'extrême nord du pays, où des enfants fréquentent encore malheureusement en main le sol. Vous avez vu l'état de délabrement dans lequel certaines structures sanitaires fonctionnent au quotidien. D'aucuns qui n'ont même pas de masques chirurgicaux. Vivement que cela fasse tache d'huile et que l'on comprenne que l'argent qui est emprunté, les 135 milliards par exemple qui ont été donnés par le Fonds monétaire international, les donations, le ministère de la Santé les situe à peu près à près de 1 milliard 100 millions, que cet argent soit véritablement utilisé. J'ai appris que le littoral a bénéficié pratiquement de plus de 110 millions de francs CFA pour encourager le comité en charge de lutter contre la Covid-19. Comment cet argent a été déployé sur le terrain. C'est même sur ce plateau qu'on avait demandé des comptes au ministère de la Santé publique, je me rappelle. Oui. Et une semaine après, le ministère l'a fait. Maintenant, il faudrait que les gouverneurs également qui sont chargés de coordonner ce comité-là nous disent exactement ce qu'ils ont fait de cet argent qui a été déployé. Parce que toujours au quotidien, il manque de masques, il manque les structures sanitaires ne sont pas logées à la bonne enseigne jusqu'ici et les centres... C'est un argent qui est disponible avec notamment dans le journal Entrepreneur ce matin, à côté de ce que l'Agence française de développement fait sur le plan de la santé et autres. Il y a également un point sur la rentrée du 1er juin.
la reprise des cours. Le journal a proposé tout un article sur cette reprise des cours. Oui, évidemment, il se trouve tout simplement, Flavien, que sur le terrain, les parents ne sont pas toujours très rassurés malgré les assurances du gouvernement, ce qui est normal. C'est vrai qu'on a tous vu à la télévision, on a même vu sur Equinox Télévision, on a vu dans la presse, on a même vu sur le terrain les mesures qui étaient mises en place par le gouvernement pour permettre qu'il n'y ait pas d'affluence, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de surpopulation dans les salles de classe. Mais jusque-là, sur le terrain, les parents ne sont pas toujours très rassurés. Merci d'être venu. Vous êtes le rédacteur en chef d'entrepreneur et merci également à vous, Thierry Niopé, et à tous les téléspectateurs qui ont la possibilité d'aller en kiosque ce matin. Allez, à demain pour la deuxième édition de la semaine de la Revue des Grandes Unis. Ça sera 9h20. Bonne journée à tous.